Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus dans le cycle de conférences et ateliers d'Opéra Mundi Prenons le temps. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association Opéra Mundi, nous organisons depuis 2015 des cycles de conférences, rencontres et ateliers autour de questionnements critiques et transdisciplinaires, au premier rang desquels les problématiques écologiques et les enjeux environnementaux. Aujourd'hui, Opéra Mundi est très heureux de recevoir dans cet espace aussi singulier que peut l'être une vidéoconférence le géographe Michel Lusseau, professeur à l'école normale et directeur de l'excellente école urbaine de Lyon. Michel Lusseau se trouve dans le studio d'école à Lyon, accompagné de la dessinatrice et géographe Lou Herman. C'est un livre très beau et très inventif, intitulé Chronique de Géoviral, qui a été publié à la fin des années 2020 aux éditions 205, les éditions lyonnaises, qui a suscité cette invitation. Donc, ce livre reprend le texte des chroniques vidéo que Michel Lusseau avait posté pendant le premier confinement sur la chaîne YouTube de l'école urbaine de Lyon pour garder contact, entre autres, avec ses étudiants. J'ai dit tout à l'heure inventif, car le dispositif du livre est assez singulier. Il y a deux zones de texte de couleurs différentes, avec chacune une temporalité différente. Le texte en rouge augmente le texte des chroniques vidéo, il l'augmente de remarques critiques écrites a posteriori après le confinement. Il reçoit également sur le recto, ce livre, sur le recto de sa couverture amovible, la carte dessinée d'une lecture graphique du texte par la dessinatrice et géographe, membre de l'école urbaine, Lou Herman, ici présente. Nous avions prévu que cette conférence se situe dans le très bel espace de notre partenaire, la médiathèque des Carmes de la ville de Pertuis, mais l'évolution de la crise sanitaire nous a contraints à cet événement en direct et à distance. Je laisse d'abord la parole à Juliette Kramer de la médiathèque à Pertuis. Je travaille donc au sein de la médiathèque Les Carmes. Nous sommes une médiathèque de la métropole Aix-Marseille-Provence, située à Pertuis dans le Vaucluse. Notre établissement, qui a ouvert ses portes en janvier 2018 et compte désormais 10 000 adhérents, est un lieu hybride qui dispose d'un Fab Lab, d'une galerie et d'un auditorium. Cette conférence vous est proposée dans le cadre de notre programmation culturelle. Le débat d'idées et les préoccupations sociétales font partie intégrante des missions des médiathèques. Le contexte de crise sanitaire qui nous impacte toutes et tous renforce cette idée. C'est un moment crucial pour s'interroger sur cette crise qui nous traverse, à la lumière des propos de Michel Lusseau. Merci beaucoup, Eric. Merci aussi à la médiathèque de cette invitation, donc couplée à celle d'Opéra Mundi. J'ai beaucoup de plaisir à être ici ce soir avec Lou, qui derrière sa caméra dessine d'ores et déjà. J'espère que vous voyez qu'elle a commencé le dessin dès l'ouverture de la session. Et nous allons en effet pendant une heure essayer, si je puis dire, à deux voix ou à une voix et un stylo feutre, de réfléchir à la pandémie de Covid-19, Covid-19, Covid-20, Covid-21 d'ailleurs, hein, puisque cela fait maintenant quelque temps que ça dure, et à réfléchir à la façon dont cette pandémie affecte nos vies urbaines, mais aussi réfléchir à ce que la pandémie dit du monde contemporain. Alors, Eric, tu l'as signalé, cela fait un an, peu s'en faut, que nous sommes rentrés dans le premier confinement à la mi-mars 2020. Mais demain, ça fera un an, jour pour jour, que l'OMS a déclaré un état de pandémie mondiale. Hein, ça fera donc un an que la Covid-19 est devenue une pandémie mondiale après quelques semaines d'observation de ce virus inconnu qui naît, on ne sait pas trop quand d'ailleurs, mais dont on identifie le patient zéro vers le mois de décembre. On commence à se dire au tout début janvier que quelque chose d'étrange est en train de se tramer.
Et le gouvernement chinois commence à livrer les premières informations sur ce virus nouveau à la mi-janvier. L'OMS s'en saisit dans la foulée. Et dans le mois de février, on prend petit à petit de plus en plus conscience, jusqu'à ce que ça devienne une certitude, que oui, nous sommes bien entrés dans un épisode épidémique particulièrement important. Et très vite, on s'aperçoit que cet épisode épidémique ne sera pas simplement un épisode chinois, ni même comme le premier SARS de 2002-2003, un épisode limité à la Chine, à Hong Kong, à Taïwan et à quelques finalement excursions virales dans le monde, notamment au Canada, une pandémie de SRAS qui a été en 2002-2003 assez vite circonscrite. Finalement, en quelques mois, on a réussi à maîtriser la maladie, mais très rapidement, on s'aperçoit que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. C'est la raison pour laquelle, le 11 mars, l'OMS sonne l'alerte, en quelque sorte, de la pandémie mondiale. Alors, nous pourrions longuement réfléchir pour savoir si cette pandémie est surprenante ou pas. En réalité, elle ne l'est pas. Ça faisait déjà plusieurs années, voire plus d'une décennie, que l'OMS avait mis en perspective la possibilité de l'irruption d'un virus inconnu qui déboulerait en quelque sorte sur un terrain immunitaire vierge et pourrait infecter l'ensemble de la population mondiale. Il y avait une crainte du virus N ou du virus X qui était très présente dans l'OMS depuis longtemps, mais il faut constater que ces alertes qui avaient d'ailleurs conduit l'OMS à inciter à la prudence au moment de l'hypothèse d'une pandémie de grippe aviaire H1N1 à la fin des années 2000, eh bien, il faut bien admettre que les alertes de l'OMS n'ont pas servi à grand-chose puisque, et nous y reviendrons peut-être, la plupart des gouvernements mondiaux se sont trouvés fort dépourvus quand le virus fut venu et la plupart des gouvernements mondiaux ont été pris de court, ont été finalement frappés par cette pandémie dans un état d'impréparation tout à fait spectaculaire et tout à fait manifeste. Il se trouve que pour toute une série de raisons, je m'intéresse au virus depuis très longtemps et aux pathogènes depuis très longtemps en tant que géographe parce que depuis en fait un travail que j'avais mené sur le premier SARS, j'estime que les virus sont des opérateurs géographiques extraordinaires. En effet, il faut rappeler une chose, un virus n'est pas une entité vivante, ce n'est pas un être vivant, ce n'est pas une entité vivante comme une bactérie, au sens où un virus n'a pas d'autonomie d'être vivant ou d'entité vivante. Un virus a besoin d'un hôte pour se développer. Si un virus ne trouve pas d'hôte, le virus meurt. Donc le succès de la viabilité du virus est lié à sa capacité de passer d'un corps à un autre. Donc, pour passer d'un corps à un autre, le virus doit trouver un vecteur de passage, ce qu'on appelle le vecteur de contagion. Le vecteur de passage peut être, par exemple, une relation sexuelle, dans le cas du virus du sida. Cela peut être le fait que l'on prélève une petite quantité de virions ou de matériel viral sur une surface sur laquelle ce virus a été déposé. Ça a été notamment le cas du SARS-1. Et puis, un virus peut aussi se développer via les postillons et les aérosols. Et l'on sait aujourd'hui que c'est le mode privilégié de ce virus-ci. Donc, en fait, le virus a besoin de se déplacer, de passer d'un espace à un autre, d'un corps à un autre, pour assurer sa viabilité. C'est pour ça que c'est un opérateur géographique. Vous voyez, il passe d'un endroit à un autre et c'est ce passage-là qu'il faut étudier en géographe pour comprendre la logique de diffusion d'une épidémie. Et ça fait d'ailleurs assez longtemps que les géographes s'intéressent, un peu comme des sortes d'épidémiologistes, s'intéressent au processus de diffusion virale parce que nous, les géographes, nous pensons que finalement, la manière dont un virus circule, la manière dont un virus se diffuse, eh bien, ça en dit long sur l'organisation d'une société et en particulier sur l'organisation de l'espace de cette société.
Et cette pandémie n'échappe pas à la règle. C'est pour ça que très tôt, dès le mois de janvier de l'année dernière, quand on a annoncé la survenue d'un nouveau virus à Wuhan, je me suis intéressé à cette question et que très vite, je me suis dit qu'il fallait essayer de réfléchir à cette pandémie en géographe. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début du confinement, comme tout le monde un peu saisi par le confinement, je me suis dit il serait utile d'essayer de ne pas confiner idiots. Hein. C'est comme ça que je commençais toutes mes chroniques vidéo en disant amis confinés, bonjour, essayons de ne pas confiner idiots. Et j'ai essayé donc de réfléchir en géographe à cette pandémie, d'où le titre du livre que j'ai ici, Chronique de géovirale, comme en cours à l'école, on faisait de la géo-industrielle ou de la géo-urbaine ou de la géo-rurale. Bien voilà, je vous propose une petite promenade dans cette matière très riche qu'est la géovirale, ou comment comprendre le monde contemporain à partir du virus. Et je voudrais vous proposer en fait trois moments d'intervention. D'abord, expliquer en quoi cette pandémie nous renseigne sur l'urbanisation généralisée du monde. Ça sera la première étape de cette conférence. Ensuite, nous essaierons de réfléchir à ce que le confinement lié à la pandémie nous permet de dire de notre urbanité, c'est-à-dire de notre vie quotidienne dans les villes. Qu'est-ce que ce virus nous a dit de ces vies en imposant des contraintes inouïes en temps de paix, nous n'avions jamais connu ça, en imposant des contraintes inouïes sur notre vie au quotidien, sur nos pratiques de l'espace public, sur nos mobilités, sur nos relations à autrui. Et puis enfin, je terminerai par toute une série d'interrogations sur ce que cette pandémie devrait ouvrir comme réflexion prospective. C'est-à-dire, à quoi devrions-nous réfléchir une fois que nous serons sortis de la phase la plus critique de la pandémie. Nous n'en sommes pas encore sortis d'ailleurs, et nous ne sommes pas prêts, au passage, d'en avoir fini avec ce virus qui, incontestablement, va continuer de circuler, peut-être à bruit plus bas, mais va continuer de circuler pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, à l'échelle mondiale, parce que cette pandémie est globale. C'est la première fois que nous avons à connaître dans l'histoire de l'humanité une pandémie qui s'est globalisée avec cette vitesse-là et cette exhaustivité-là. Vitesse parce que cette globalisation a été extrêmement rapide. Il n'a fallu que quelques semaines pour que des premières alertes à Wuhan jusqu'au confinement qui tombe les uns après les autres en Europe puis ailleurs se déclarent. Il n'a fallu que quelques semaines pour que cette pandémie se globalise réellement, pour qu'on passe d'une épidémie locale à une pandémie globale, une pandémie réellement mondiale. Aujourd'hui, il n'y a aucun espace mondial qui n'est à l'abri de la circulation du virus. Ça n'existe pas. Partout, le virus existe. Partout, en tout cas, la crainte de l'arrivée du virus existe. Et même dans les espaces où il y a peu encore, il n'y avait pas de cas, eh bien, on dénombre aujourd'hui des cas officiellement recensés. Et ça veut dire qu'à côté des cas officiellement recensés, il y a de toute façon des cas souterrains, des cas qu'on ne connaît pas, notamment parce qu'on sait que ce virus est très particulier, puisque plus d'un infecté sur deux est asymptomatique. Donc, cette pandémie s'est mondialisée à une vitesse inouïe. Jamais nous n'avons connu ça. En quelques jours, en quelques semaines. Et il faut que nous nous rendions compte de cette nouveauté-là. Jamais nous n'avons connu ça à l'échelle de la planète Terre. Et puis, cette pandémie, elle est frappante par son exhaustivité, comme je viens de le dire. Tous les pays sont frappés, mais plus encore, à l'intérieur de chaque pays, tous les espaces géographiques sont concernés. Vous voyez, il y a une double exhaustivité. La pandémie est mondiale et à l'intérieur de chaque partie du monde, la pandémie est totale, c'est-à-dire elle couvre l'intégralité des espaces. Il n'y a pas d'espace à l'abri. Il y a des espaces qui sont plus ou moins concernés que d'autres, mais prenons un cas comme la France, il y a évidemment des espaces qui sont moins
concernés que d'autres. Les prévalences ne sont pas les mêmes. Dans l'Ouest, on est un peu plus tranquille que dans l'Est, mais partout, le virus circule. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose au Brésil, etc., etc. Et même dans les pays où il y a très peu de cas, où il y a encore une circonscription des cas, on sait que très vite, il peut y avoir un échappement viral exhaustif, en quelque sorte, qui couvrirait l'intégralité du pays. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait captivant pour un géographe. Comment expliquer cette situation? Eh bien, il faut bien comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le virus a besoin de passer de corps en corps pour assurer sa viabilité. Le virus est donc dépendant de sa capacité à se mouvoir. Et lorsqu'il infecte un corps, eh bien, ce corps devient pour lui comme un véhicule qui va lui permettre de se mettre au contact d'autres corps véhiculaires. Donc, en fait, le succès de ce virus, la rapidité et l'exhaustivité dont je parlais, eh bien, révèlent tout simplement l'importance des flux mobilitaires et l'importance des lieux de connexion, de contact et d'échange dans la géographie du monde contemporain. Si le virus se développe si vite et s'il se développe de façon si exhaustive, c'est tout simplement parce qu'il nous montre que nous vivons dans un monde urbanisé totalement. Donc, le virus est en fait le symptôme de l'urbanisation. Le succès du virus est le symptôme de l'urbanisation généralisée du monde et il est le symptôme de ce que l'urbanisation généralisée du monde installe comme principe directeur, notamment ce que j'appelle la mobilisation générale, c'est-à-dire le fait que cette urbanisation est une urbanisation qui s'appuie sur la mobilité de tous, et de tout d'ailleurs, de tous et de toutes, partout, tout le temps, c'est ce que j'appelle la mobilisation générale. Dans le monde urbain contemporain, tous et toutes choses bougent partout, tout le temps. Eh bien, le virus s'embarque dans cette mobilité de tous et de toutes et de tout, partout, tout le temps. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Le virus est l'indice de cette mobilisation générale. Mais le virus est aussi l'indice de l'importance prise dans cette urbanisation planétaire par ce que j'appelle dans mon vocabulaire, depuis un livre que j'ai publié au Seuil en 2017, les hyperlieux, c'est-à-dire des lieux où les êtres humains sont très nombreux à entrer en contact, à se connecter aux réseaux mobilitaires et d'échange et à rencontrer d'autres personnes dans des activités qui peuvent être des activités de mobilité. Les hyperlieux, ce sont par exemple les aéroports, les grandes gares, les grands ports, mais ce sont aussi des lieux où l'on rencontre d'autres personnes dans des activités, par exemple, de chalandise, de commerce. Les shopping malls sont des hyperlieux, les parcs d'attractions sont des hyperlieux, des grandes places publiques comme Times Square à New York ou comme le Vieux-Port à Marseille sont des hyperlieux, c'est-à-dire des lieux de convergence des individus où les individus sont au contact. Et lorsqu'on regarde la diffusion de la pandémie, lorsqu'on essaye de la suivre en géographe, eh bien, on est frappé de voir que le virus, il trace des lignes qui sont des lignes de mobilité globalisées aujourd'hui. Et ça n'est pas un hasard si tout cela part de Chine, parce qu'aujourd'hui, l'urbanisation chinoise est extrêmement puissante, mais toutes les mégapoles chinoises sont au contact de l'ensemble des lieux et des espaces urbains mondiaux. Et ça n'est pas du tout un hasard si, par exemple, à partir de Wuhan, qui est une des mégapoles les plus connectées au monde qui soit en Chine, un peu moins que Shanghai peut-être, mais largement autant que Pékin, parce que Wuhan est un pôle industriel et d'échange très important, mais c'est aussi un espace qui polarise une province, la province du Hubei, qui est extrêmement peuplée et extrêmement mobile. Eh bien, à partir de Wuhan et vers Wuhan, il y a de très nombreuses lignes de transport aérien internationaux, mais aussi de transport interne à la Chine. C'est d'ailleurs pour ça très vite que la Chine a essayé de
cantonner Wuhan de façon extrêmement radicale, puisque vous savez que très vite en janvier, on fait en sorte que plus rien ne bouge, on rentre dans une sorte de confinement extrêmement puissant et extrêmement fort à Wuhan, de façon à éviter la dissémination à partir de ce noyau ferroviaire et aérien intérieur qu'est Wuhan. Et puis, à partir de Wuhan et vers Wuhan, eh bien, le monde entier circule. Le monde entier circule de et vers Wuhan pour les échanges économiques, mais il ne faut pas oublier non plus que Wuhan est un pôle très important d'émissions de flux touristiques. À partir de Wuhan, on va découvrir les lieux touristiques européens et notamment à partir de Wuhan, on va découvrir les lieux touristiques d'Italie du Nord. Et ça n'est sans doute pas pour rien si dans la première vague, la première phase de la pandémie, l'Italie du Nord a été si frappée, notamment la région de Bergame, parce qu'il y a à Bergame, il faut le savoir, le plus gros aéroport low cost d'Italie, un des plus gros d'Europe, qui est d'ailleurs connecté au plus grand centre commercial d'Italie, à quelques dizaines de kilomètres des principaux pôles touristiques de la région de la Lombardie, du Piémont et de la Vénétie, c'est-à-dire notamment Venise, mais aussi Bologne n'est pas très loin, Padoue est très près, Bergame est juste là, Milan n'est pas éloigné, il y a un tourisme très important à Milan aussi, notamment un tourisme lié aux activités de mode, au design, et énormément de touristes chinois sont présents dans cette région italienne et rentrent souvent en Italie à partir de la plateforme aéroportuaire de l'aéroport low cost de Bergame. Donc, aujourd'hui, la plupart des spécialistes pensent que le virus a circulé à bas bruit en Europe et vraisemblablement dans le monde, notamment via des flux économiques, mais aussi via des flux touristiques. Et il y a quelque chose de très important aussi dans cette manifestation du fait que le tourisme s'est urbanisé et s'est totalement globalisé depuis 30 ans. Et ça renvoie aussi à une dimension du problème qui est mal connue. Peu de gens savent qu'entre 1990 et 2005, le transport international aérien a doublé et entre 2005 et 2020, le transport aérien international a doublé encore. C'est-à-dire que nous avons une croissance exponentielle du transport aérien international, notamment en raison du tourisme. En 2019, alors que le secteur estimait être devant une décennie de très grande prospérité. En 2019, on a franchi la barre des 1,4 milliard d'arrivées de touristes internationaux dans les aéroports et les gares du monde. Donc, le virus a suivi les flux touristiques. Le virus a été le touriste contemporain du début de l'année 2020. Le virus a touristé avec les corps du tourisme. Et d'ailleurs, vous avez peut-être noté qu'on a retrouvé des épidémies dans les aéroports, mais on en a retrouvé aussi dans les bateaux de croisière, on en a retrouvé aussi dans les grandes gares. Donc finalement, le virus a tracé des lignes de flux et le virus s'est épanché dans des clusters, s'est concentré dans des clusters à partir desquels il a ensuite diffusé dans des espaces moins denses. Le virus s'est concentré dans les clusters que j'appelle le cluster des hyperlieux. Il y a donc quelque chose de tout à fait frappant d'observer à quel point la diffusion du SARS-CoV-2 dessine la carte de l'urbanisation mondiale, dessine une carte dynamique de l'urbanisation mondiale, c'est-à-dire dessine une carte qui est celle des flux, des points de contact et des lieux principaux d'échange. À partir de ces lieux principaux d'échange, petit à petit, le virus diffuse vers des zones moins denses. Il est d'ailleurs intéressant de noter, et je m'arrêterai peut-être là pour cette première partie, cher Eric, n'hésite pas à me faire savoir combien de temps j'ai parlé, parce que comme d'habitude, j'ai un réveil à côté de moi sur mon téléphone, mais je n'ai pas noté le moment où j'ai commencé à parler, donc je ne sais plus où j'en suis, mais je crois que je n'arrive pas trop loin des 20 premières minutes. Ce qui est intéressant, c'est que après une phase, je préfère parler de phase plutôt que de vague, je n'aime pas trop la métaphore de la vague virale. Après une première phase
de diffusion pandémique qui s'est surtout appuyé sur les lignes de communication et de mobilité, notamment internationales, mais aussi nationales, les plus importantes, notamment aériennes, mais pas que. Hein. On sait qu'il y a eu aussi de la diffusion via les trains, via les bus, via les automobiles. Après une première phase où le virus s'est épanoui dans des hyperlieux, dans des clusters, où il a trouvé des conditions de proximité entre les individus qui permettaient à un grand nombre d'individus de se contaminer synchroniquement. Alors, on a documenté quelques clusters dans des grands aéroports, dans des grandes gares, mais aussi dans des grands stades de foot. À Bergame, notamment, on sait aujourd'hui que un match de football entre une équipe de Séville et l'Atalante de Bergame, qui a eu lieu au stade San Siro de Milan, a été un incroyable cluster épidémique. Des supporters sont arrivés en avion de ces villes, en bus et en train de Bergame, se sont retrouvés dans le stade, se sont entre-infectés, puis se sont rediffusés à partir de ce cluster. Eh bien, on voit comment, à partir de ces premiers clusters, petit à petit, le virus a diffusé vers des zones où parfois la densité est plus faible. Et je voudrais terminer par une alerte en quelque sorte. On a souvent dit que le virus prospérait dans les espaces de densité, c'est-à-dire que le virus était un marqueur du caractère problématique de la densité urbaine. En réalité, c'est plus complexe que ça. Le virus fructifie en quelque sorte, se diffuse là où il y a une intensité relationnelle entre les personnes. En fait, la condition favorable pour l'expansion du virus, c'est l'intensité des relations entre les personnes. Plus il y aura de relations, plus il y a de probabilité pour que le virus se développe. Alors, pour le dire autrement, imaginons un espace très dense, mais où les interrelations sont faibles ou les interrelations très contrôlées, très surveillées, très protégées, eh bien, le virus ne se diffusera pas beaucoup. Exemple, Hong Kong. Exemple, Taïwan. Exemple, Singapour. Exemple, Séoul. C'est-à-dire des espaces extrêmement denses. Hong Kong est beaucoup plus dense que Marseille et Lyon. Hein. Des espaces extrêmement denses, mais où très vite, les autorités locales ont su faire en sorte que les interactions soient protégées, et notamment parce que dans ces villes, on a l'habitude depuis très longtemps de porter le masque en mesure prophylactique collective. C'est-à-dire pendant très longtemps, nous avons rechigné en Europe à porter le masque, ce qui n'est absolument pas le cas en Asie, où en fait on a l'habitude d'utiliser les masques de façon régulière en hiver, tout simplement pour se protéger collectivement, pour essayer de créer une sorte d'immunité collective à partir finalement de la protection de l'interaction par le masque. À l'inverse, vous avez des zones très peu denses où il y a eu une très forte contamination, parce que vous avez des interactions intenses entre un nombre de personnes relativement limité et surtout des interactions non protégées. Par exemple, nous avons eu des développements épidémiques, des foyers épidémiques très spectaculaires dans des zones rurales, accueillant des travailleurs agricoles journaliers qui, par exemple, travaillaient dans les vignes de Californie pour la vendange ou dans les espaces maraîchers d'Espagne ou d'Italie pour les récoltes, sans être protégés. Et nous avions donc des zones qui n'étaient pas particulièrement denses, mais où la diffusion épidémique a été presque exhaustive, presque totale, ce qui fait dire aujourd'hui à un géographe comme moi que ce qui est plus important que la densité physique, c'est ce que j'appelle la densité relationnelle, hein, c'est-à-dire l'intensité des interactions entre les personnes. Donc finalement, un espace très dense, mais avec une intensité relationnelle contrôlée par des mesures prophylactiques, sera un espace de moindre diffusion pandémique qu'un espace peu dense, mais avec grande intensité relationnelle non protégée. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'en France, par exemple, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, ou dans d'autres régions, des départements peu peuplés, comme la Haute-Loire, comme le Jura,
qui n'est pas en région Auvergne-Rhône-Alpes, soit des départements où les taux de prévalence ont été extrêmement importants, parfois plus importants que dans les métropoles de Lyon ou dans la ville de Besançon, proche, tout simplement parce qu'il y avait des interactions fréquentes entre un petit nombre de personnes, mais qui étaient en relation constante et qui ne se protégeaient pas. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le virus prospère dans les familles. C'est d'ailleurs pour ça que les familles sont des clusters. Même lorsque ce ne sont pas des familles nombreuses, même lorsque ces familles bénéficient d'un espace relativement important, mais tout simplement parce que dans une famille, eh bien, par définition, on ne se protège pas et la diffusion épidémique y est très, très vigoureuse. Voilà donc un premier point, et je m'interromps là, si vous le voulez bien, pour une première pause, pour essayer de montrer en quoi le virus nous renseigne de la géographie du monde, des principes d'organisation du monde contemporain, et au fondement de ces principes, il y a ce que j'appelle l'urbanisation planétaire. Alors, on a une question d'un participant sur la circulation désirée ou contrainte des femmes et des hommes dans le monde, et qui dit d'une certaine manière qu'on est passé d'un monde infini de liberté, de mouvement, infini de mouvement, de circulation, à un monde plutôt clos, avec une réaffirmation des frontières, des frontières nationales, où on n'a plus de liberté de circuler, de voir ses amis où qu'ils soient, et donc c'est un peu ça que cette personne, ce sur quoi cette personne s'interroge sur le passage enfin le retour à une illusion de la libre circulation dans laquelle on se trouvait auparavant. Alors, c'est tout à fait vrai que, comme je l'ai dit, la globalisation de la pandémie est homologique, homologue en quelque sorte, dans un rapport d'homologie avec le fait que le monde est un monde mobile, connecté et traversé par des flux, et un monde au sein desquels le fait frontalier n'est pas inexistant parce qu'il y a toujours des frontières, hein, bien entendu, notamment pour un certain type de population, parce que si les touristes circulent sans beaucoup de contraintes aux frontières, je rappelle que ça n'a jamais été le cas des migrants, hein, qui eux, au contraire, sont sans cesse en proie à des tracasseries et même des contraintes et même des exactions aux frontières. Donc, il ne faut pas non plus complètement exagérer. La libre circulation de toutes les personnes à l'échelle mondiale, de même d'ailleurs que la libre circulation des objets n'est pas aussi claire que ça quand on la regarde dans les détails. Mais il est vrai qu'il y a un monde qui est fondé sur un principe mobilitaire. Et c'est ce qui explique, comme je l'ai dit, la globalisation. C'est très intéressant de voir, comme je le signalais tout à l'heure, que les pays ont été pris de court. Les pays ont été complètement dépassés par la globalisation pandémique. Ils ont été complètement dépassés par la rapidité. Ils ont été complètement dépassés par l'exhaustivité, comme si les gouvernements n'avaient eux-mêmes pas compris la mondialisation. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir en tant que géographe à l'incapacité de beaucoup de gouvernements d'avoir saisi ce que la mondialisation signifiait vraiment, et à l'incapacité assez stupéfiante pour moi de constater que des gouvernements pourtant très équipés en expertise, très équipés en appareil d'État, l'incapacité des gouvernements à comprendre que, inéluctablement, ce virus allait se globaliser. Alors, il faut le reconnaître, ça, le gouvernement chinois, lui, l'a compris très tôt. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement chinois a mis, en quelque sorte, en coupe réglée, les zones pandémiques. Mais beaucoup d'autres gouvernements n'y ont pas cru. Cette impréparation est quand même assez spectaculaire quand on y songe. J'en parle dans les chroniques de GéoViral qui sont datées. J'ai gardé la date des chroniques pour ne pas modifier mon propos du moment. J'ai ensuite fait des commentaires au mois d'août et septembre quand j'ai édité ce livre. Mais dès les chroniques, dans l'actualité de la manière dont le gouvernement français essayait d'arraisonner cette pandémie, je manifeste assez souvent une sorte incrédulité, c'est le soir, je fatigue, incrédulité devant la façon dont
visiblement, ce gouvernement n'était pas préparé. Ce qui est encore plus incompréhensible quand on sait que le gouvernement avait été, en revanche, très préparé au moment d'une pandémie qui n'est pas arrivée, celle de H1N1. Et là, alors qu'on pouvait prédire l'arrivée de cette pandémie, on est complètement à poil. C'est-à-dire rien ne semble fonctionner. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on en soit d'ailleurs complètement sorti de cette phase relative d'impréparation. Et devant cela, quelle est la réponse des gouvernements? Eh bien, la réponse des gouvernements est la réponse que les gouvernements ont quand ils ne sont pas préparés et qu'ils ne sont pas capables de faire face. Ça, c'est une constante des politiques d'État. Quand un État n'est pas capable de faire face à un phénomène qu'il dépasse, que fait cet État? Il ferme les frontières. Donc, il est très significatif de voir que la réponse étatique un peu partout dans le monde à cette diffusion pandémique, ce n'est pas simplement le contrôle des mobilités, ce qui était tout à fait nécessaire, mais c'est la fermeture des frontières. C'est le geste symbolique de la fermeture des frontières, avec immédiatement des discours qui sont portés par un certain nombre d'acteurs politiques, qui sont des discours qui consistent à dire, vous voyez bien, la mondialisation et l'ouverture des frontières à la mobilité, c'est un risque. Donc, il y a effectivement, à l'occasion de cette pandémie, une montée en puissance des discours d'alerte sur la mobilité et sur l'ouverture des frontières, qui est évidemment une montée en puissance qui a une dimension politique très importante. Et c'est quelque chose que je voudrais évoquer peut-être dans la troisième partie de la conférence, c'est-à-dire une réflexion sur ce que cette pandémie va peut-être lancer comme spéculation politique ou comme édification de nouvelles théories politiques. En tout cas, on peut dire que la pandémie qui a prospéré sur la mobilité a aussi nourri des discours protectionnistes, des discours de fermeture des frontières et j'ose même dire des discours nationalistes et souverainistes. Et dans une certaine mesure, regardez aujourd'hui la façon dont en France, par exemple, on parle des variants anglais, dont on nationalise les variants, ce qui est une stupidité virale, hein, ça n'a aucun sens. Les épidémiologues et les virologues parlent en anglais de variants of concern, c'est-à-dire des variants préoccupants. Et ensuite, ils les codent. Ils ont des notes codes, vous pouvez aller voir sur le site de l'OMS, ils sont tous codés. Mais ça n'a aucun sens de dire qu'un variant est anglais. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la première fois où on a observé ce variant, c'était sur un patient qui a été infecté en Angleterre. Mais il n'est pas dit que ce variant ne circulait pas avant et ailleurs et qu'on ne l'ait pas repéré. Donc cette nationalisation des variants, elle est aussi un indice d'un moment politique où, devant l'angoisse créée par la pandémie, eh bien, un certain nombre de réflexes souverainistes et nationalistes reprennent le dessus. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Une autre question d'Antoinette Noël, elle se demandait si en fait le fait que les alertes de l'OMS n'aient pas produit de réaction, est-ce que de la part de beaucoup d'États, enfin très rapidement, est-ce que ça ne signifierait pas que la mondialisation serait remise en question pour des choix politiques? En tout cas, ce que cela montre, c'est la crise des organisations internationales. Regardez ce qui s'est passé avec l'OMS. L'OMS alerte très tôt. Le 11 mars, la pandémie mondiale est déclarée et l'OMS est soumise très tôt à des critiques d'un certain nombre d'États qui, pour les uns, estiment qu'elle n'a pas fait assez vite. Pour les autres, estiment qu'elle en fait trop et qu'elle est complice du pouvoir chinois. Que fait Donald Trump? Il retire le financement américain à l'OMS. Il estime que l'OMS a failli. Mais c'est quand même quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire un gouvernement, et pas n'importe lequel, le gouvernement des États-Unis, qui pour se projeter dans la gestion d'une pandémie mondiale commence par sortir d'une organisation internationale qui justement est l'organisation d'alerte et de suivi de cette pandémie mondiale. On voit ce que ça a donné aux États-Unis, puisque je vous rappelle qu'aux États-Unis, on a franchi la barre des 500 000 morts, c'est-à-dire que cette pandémie est l'événement le plus meurtrier jamais connu par les États-Unis depuis la guerre de sécession. Donc, il y a véritablement quelque chose de tout à fait étonnant de voir comment les États-Unis sont sortis de l'OMS, alors même qu'on aurait pu penser qu'il fallait au contraire miser sur des organisations internationales pour avoir un suivi
mondial de cette pandémie mondiale. Alors, paradoxalement, ce suivi mondial, il s'est fait. Il s'est fait via des sites universitaires. Par exemple, le site de la Johns Hopkins University, qui a en direct, et toujours maintenant, monitoré la pandémie mondiale depuis le mois de janvier jusqu'à nos jours. Parce qu'on a besoin de suivi mondial. Et on voit d'ailleurs que une partie de la communauté scientifique n'a pas du tout été dans cette nationalisation de la gestion pandémique. Par exemple, il y a eu des échanges très tôt entre virologues pour caractériser les virus, pour caractériser les variants, pour réfléchir à des manières de développer des thérapeutiques, pour lancer des essais cliniques mondiaux et même pour lancer toute l'activité de réflexion sur les vaccins, qui est une activité qui aujourd'hui trouve dans certains laboratoires américains, allemands ou anglais des laboratoires support de la production, mais il faut bien voir que l'extraordinaire rapidité de la réponse vaccinale est liée à une coopération mondiale de la science. Donc il y a une sorte de paradoxe entre une OMS qui donne l'alerte finalement assez tôt et qui est une instance qui devrait pouvoir garantir le suivi de la pandémie, une communauté scientifique ou une communauté d'acteurs de la santé, la fondation Bill Gates par exemple, très tôt lance aussi des mouvements pour faire en sorte que le suivi mondial de la pandémie soit effectif et qu'on puisse aussi très vite réfléchir à des campagnes mondiales de vaccination. Donc des ONG également s'impliquent et puis à l'inverse, des États qui vont rester complètement arrêtés par leurs frontières et qui vont en quelque sorte nationaliser les enjeux sans être capables d'avoir une véritable coordination entre eux. Ça a été véritablement une cacophonie et ça reste d'ailleurs une cacophonie assez invraisemblable, même si la communauté européenne a essayé de mettre un peu de cohérence là-dedans, sans d'ailleurs forcément avoir beaucoup de succès. La cerise sur le gâteau étant la manière dont la Grande-Bretagne, brexiteuse, a joué sa carte en solo, en particulier par rapport au vaccin, sans se soucier nullement de ce qui se passait autour d'elle. Donc, je trouve qu'il y a une tension, un contraste entre la globalité de la pandémie, la nécessité et l'effectivité du suivi mondial de la pandémie par un certain nombre d'acteurs et la nationalisation des enjeux par les gouvernements. Eh bien, ça en dit long aussi d'un certain malaise dans les politiques mondiales. Et merci. Merci Michel pour ces interventions très denses et très touffues, on va dire. Est-ce qu'on pourrait peut-être passer à la deuxième partie? Passons à la suite. Oui, tu fais bien de me le dire parce que tu sais, Eric, qu'une fois que je suis lancé, je ne m'arrête plus. Donc, passons à la suite pour quelques petites minutes de réflexion d'un autre ordre, c'est-à-dire essayons de réfléchir, et c'est aussi quelque chose qui est dans les chroniques pour ceux qui veulent évidemment s'y référer, des réflexions sur ce que la pandémie a révélé de ce que j'appellerais notre urbanité. Entendons ici le mot urbanité dans un sens qui n'est pas tout à fait celui du dictionnaire, où l'urbanité, encore que, renvoie à des formes de civilité entre personnes. Entendons ici urbanité plutôt comme un mot que j'utilise assez souvent pour définir les relations sociales au sein des espaces urbains, c'est-à-dire une certaine qualité de relations sociales liée au fait que ces relations sociales se déploient dans un milieu de vie qui est celui des villes. Eh bien, qu'est-ce que le virus a apporté, si je puis dire, à l'urbanité? Eh bien, très vite, on peut dire que l'urbanité a été placée sous stress majeur. Nous avons vécu un stress sur l'urbanité tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que nous n'avions jamais vécu en temps de paix, un tel stress sur l'urbanité. C'est-à-dire sur deux choses. En raison, bien sûr, du confinement et du contrôle des déplacements. Un stress sur, tout d'abord, la façon dont nous pouvions organiser nos déplacements, avec une restriction et parfois même une interdiction totale des déplacements. Donc, un stress majeur dans des villes qui sont elles aussi appuyées sur le principe mobilitaire. Donc nous avons pu mesurer à quel point
cette contrainte sur les déplacements nous posait justement de rudes problèmes d'organisation de nos vies au quotidien. Donc, un stress majeur sur les déplacements. Et puis, un autre élément de ce stress, un autre aspect de ce stress, c'est dans un autre registre, ce que j'appellerais la remise en question des relations en public. La remise en question des relations en public, c'est-à-dire de la capacité qui est au cœur de la vie urbaine d'accéder à des espaces, que ce soit des espaces publics de statut juridique public ou des espaces privés, par exemple des centres commerciaux, des théâtres, des parcs de loisirs, que sais-je, d'accéder à des espaces où nous rencontrons autrui sur un principe qui est un principe qu'il faut essayer de penser simplement de la manière suivante. Le principe de la relation en public, ce que j'utilisa l'expression qui était celle de l'anthropologue Erving Goffman dans la mise en scène de la vie quotidienne, lorsqu'il insistait sur l'importance de ce qu'il appelait les relations de public ou les relations en public. Là, le public de Goffman ne signifie pas le public au sens juridique du terme, mais plutôt le public au sens où cela s'oppose au domestique en quelque sorte, au privé, c'est-à-dire tout ce qui sort de la domesticité. Eh bien, le principe des relations avec autrui dans la ville, c'est ce que j'appellerais le principe d'indifférence. J'aime à dire qu'en ville, nous vivons dans des relations d'indifférence. Par relation d'indifférence, qu'est-ce que j'entends ? J'entends des relations où nous croisons des individus que nous acceptons de croiser, avec lesquels nous acceptons d'éprouver une expérience commune d'un espace, d'un lieu. Nous pouvons même le faire avec bienveillance, nous pouvons le faire avec plaisir, mais ces relations sont des relations d'indifférence au sens où les personnes que nous croisons ne nous sont pas imposées, ne nous sont pas imposées par le goût, ne nous sont pas imposées par la famille, ne nous sont pas imposées par une contrainte, puisque ce sont des relations qui se composent tout simplement parce que nous accédons au dehors, parce que nous fréquentons des lieux où autrui se trouve. Lorsque je suis chez moi, les relations me sont imposées par la domesticité. Ce ne sont pas des relations d'indifférence. Lorsque je suis au travail, les relations me sont imposées par le milieu du travail. Ce ne sont pas des relations d'indifférence. En revanche, lorsque je vais dans un centre commercial, lorsque je traverse une place publique, lorsque je vais dans un théâtre, j'ai de fortes chances de ne jamais croiser quiconque que je puisse connaître. Jamais croiser quiconque qui me soit imposé. Je suis donc dans une relation d'indifférence, ce que certains autres sociologues appelaient aussi la relation des liens faibles, et c'est ce que certains sociologues, comme le grand sociologue français, hélas disparu, Isaac Joseph, appelait la force des liens faibles. Dans la vie au jour le jour, dans une ville hors période de confinement, nous éprouvons la qualité de ces relations d'indifférence et la force de ces liens faibles. C'est ce qui compose notre vie urbaine au quotidien. Eh bien, nous avons été privés de mobilité, assignés à résidence. Dans la cellule familiale et dans les chroniques de GéoViral, j'insiste sur le fait que là, il faut entendre cellule presque au sens propre du terme. Dans le premier confinement, nous avons véritablement été enfermés chez nous et nous avons été privés de déplacement ou alors avec des déplacements extrêmement contrôlés, notamment en France, puisque en France, il fallait des formulaires administratifs à présenter à la police en cas de contrôle pour pouvoir avoir le droit de sortir, et c'était extrêmement codifié. Dans d'autres pays, ça a été pire. En Chine, on n'avait pas le droit de sortir. À Wuhan, au départ, tout était amené au pied de l'immeuble, avec une distribution des vivres et des denrées au pied de l'immeuble par les structures de gestion collective des immeubles. Dans d'autres pays, ça a été plus fluide, mais
dans aucun pays, on a eu d'absence du contrôle des déplacements, même aux États-Unis. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, le gouverneur du Texas vient d'annoncer la réouverture totale du Texas et vient de se faire remarquer par cela et de se faire critiquer par le président des États-Unis, Joe Biden, qui a estimé que cette réouverture était trop précoce. Ça veut dire que même au Texas, on a contraint les déplacements et on a contraint les relations de public. Et même au Texas, on a obligé pendant un temps le port du masque. Donc, nous avons eu cette assignation à résidence, ce contrôle des mobilités qui sont pourtant essentielles pour nous dans notre activité au quotidien, et cette déflation des relations en public tout à fait spectaculaires, à tel point que dans le premier confinement, nous avons presque vécu comme des isolats domestiques, dans nos isolats domestiques, sans plus avoir de relations concrètes avec les autres que simplement apercevoir dans la file d'attente du supermarché quelques personnes tout aussi empressées et tout aussi affairées que nous et tout aussi pressées de pouvoir revenir dans la sûreté du domicile. Jamais nous n'avions vécu une période de si forte contrainte sur notre urbanité. Et je pense qu'il faut que nous réfléchissions à ce que nous avons découvert pendant cette période-là. Eh bien, nous avons découvert plusieurs choses. Et là, je vais aller très vite parce que ça serait très lent et je m'y attarde longuement dans les chroniques. Nous y avons découvert, par exemple, dans beaucoup de métropoles françaises, européennes, mondiales, nous y avons découvert quelque chose. C'est que quand on ne peut pas sortir de chez soi, le confort du chez-soi devient tout à fait vital. Quand on ne peut pas sortir de chez soi, mon Dieu, que les logements sont exigus dans beaucoup de cas. Quand on ne peut pas sortir de chez soi ou quand on ne peut pas avoir les moyens d'aller confiner à la campagne, comme ont fait les plus aisés des habitants des grandes métropoles, que les logements sont inconfortables, que les logements sont trop petits. Si vous rajoutez à cela la contrainte du télétravail, qui s'est imposée pour un certain nombre de personnes, que les logements sont incapables d'absorber le choc du confinement, doublé du choc du télétravail, que c'est difficile finalement de vivre correctement dans cette situation d'enfermement dans des logements dont la qualité n'est pas si extraordinaire que ça. Et nous avons pu, dans nos enquêtes de géographes, montrer par exemple qu'en France, beaucoup d'enquêtés résidant dans des logements de métropole, d'espaces plutôt denses dans les métropoles, et notamment dans des logements récents, c'est-à-dire des logements construits après 1990, beaucoup d'enquêtés mettent en question la médiocrité des logements et leur petite taille, leur étroitesse, le fait qu'ils ne sont pas du tout équipés pour qu'on y vive 24 heures sur 24. Parce que qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire dans les métropoles? Nous avons l'habitude de sortir dès que nous avons besoin de sortir. Nous avons l'habitude de vivre au dehors. Si cette vie au dehors n'est pas possible, que se passe-t-il? Eh bien, on s'aperçoit que la vie du dedans, elle est extrêmement étriquée et elle n'est pas si confortable que ça. Et c'est pour ça que ça a été très dur dans certains espaces, à Marseille comme à Lyon, par exemple, de vivre un confinement où, de surcroît, on n'avait pas le droit d'accéder aux littoraux, aux plages, aux parcs, aux zones de montagne. Il y avait quelque chose d'assez terrible d'être enfermé dans des isolats résidentiels, comme nous le montre dans ce dessin, où ces isolats n'étaient pas véritablement les îles à cocotiers, mais plutôt de petits espaces d'enfermement. Eh bien, dans ces isolats résidentiels, où on s'aperçoit que la vie n'est pas confortable. Et là, on a pris conscience de quelque chose qui, en France, est oublié par beaucoup de monde. Eh bien, on a pris conscience, peut-être ne le savez-vous même pas, que depuis les années 90, la taille moyenne des logements construits a diminué en France. C'est-à-dire, nous avons perdu plus de 10 mètres carrés pour un F4. Les F4 produits aujourd'hui sont plus de 10 mètres carrés plus petits que les F4 de la fin des années 80. Et leurs plafonds sont plus bas de 10 centimètres. C'est-à-dire que nous avons, en raison même de l'activité de construction immobilière et en raison même aussi de la spéculation immobilière qui fait rage dans toutes les métropoles françaises, européennes et mondiales d'ailleurs depuis 30 ans, eh bien nous avons eu tendance à faire baisser le niveau de qualité du logement. Donc première chose, ça nous a fait réfléchir au logement et à la médiocrité des conditions de logement de certains de nos concitoyens et de nous-mêmes. Et ce n'est pas rien non plus que de constater et ce n'est pas hasardeux, que cette pandémie a exposé les plus mal logés
aux circonstances les plus difficiles, parce que cette pandémie, elle a aussi révélé les inégalités sociales urbaines. Les plus mal logés, qui étaient souvent d'ailleurs les premiers de corvée, c'est-à-dire ceux qui étaient obligés, eux, de malgré tout sortir, de malgré tout prendre les transports publics, même lorsqu'il n'y avait pas de masque, pour aller assurer les services nécessaires aux autres. La pandémie a été un formidable révélateur des inégalités sociales, des inégalités de genre et des inégalités raciales. Les plus pauvres sont les plus exposés à la pandémie et sont les plus exposés aux formes graves en raison des comorbidités. À l'intérieur des plus pauvres, les groupes discriminés pour des raisons ethniques, les groupes discriminés pour des raisons raciales, sont encore plus exposés que les autres pauvres. C'est comme ça qu'aux États-Unis, ce sont les Afro-Américains qui sont les plus exposés. C'est comme ça qu'au Brésil, ce sont un certain nombre de minorités ethniques, ou en Grande-Bretagne, un certain nombre de minorités ethniques qui sont les plus exposées. À l'intérieur de ça, ce sont les femmes qui sont plus exposées que les hommes, même si les femmes ont une mortalité plus faible. Mais elles sont plus exposées à être dans des situations difficiles. Donc, vous voyez que cette assignation à résidence, elle est révélatrice aussi des conditions de vie difficiles d'un certain nombre de nos concitoyens. Et même pour ceux qui ne sont pas parmi les pauvres, eh bien, très souvent, ça a permis de se rendre compte de la médiocrité des conditions de logement. Quand on ne peut plus sortir sur les terrasses pour se délasser, eh bien, on ne peut que constater la médiocrité de son logement. Deuxième chose qui a été manifestée par la pandémie, eh bien, c'est à quel point la qualité urbaine, la qualité de la vie urbaine, elle est dépendante de l'animation. À quel point la qualité urbaine est dépendante de la circulation et de l'animation des lieux. Que sont nos villes devenues lorsqu'il n'y avait plus de déplacements, qu'il n'y avait plus de commerce, qu'il n'y avait plus de théâtre, qu'il n'y avait plus de musée, qu'il n'y avait plus de bars, de terrasses de café, de restaurants? Que sont ces villes-là? Eh bien, ces villes sont ennuyeuses à en déprimer. Donc, en gros, c'est une preuve par l'exemple à l'échelle mondiale que ce qui fonde la qualité urbaine, c'est l'intensité des relations sociales à l'extérieur de chez soi, autour du partage d'activités. Ce qui fonde la qualité urbaine, c'est l'animation de la vie urbaine. Et c'est quelque chose de tout à fait étonnant de le voir à ce point-là. Ça n'est pas grand-chose que de le constater, mais c'est quelque chose de le constater dans une situation comme celle-ci parce qu'on le constate pratiquement expérimentalement. L'avantage comparatif de la vie urbaine, c'est cet avantage qui est lié au fait que la vie, c'est un espace d'interaction sociale intense lié à l'importance des activités. La troisième chose que nous avons pu constater, je viens de le dire aussi, c'est à quel point nos vies étaient finalement étriquées lorsque nous n'avons pas la possibilité de rencontrer d'autres et d'aller aussi loin que nous le souhaitons. C'est-à-dire, en fait, je pense aussi que même si nous sommes dans une période où les individus aiment bien se réapproprier l'espace local, eh bien, on s'aperçoit que l'espace local, ça n'est pas simplement l'espace résidentiel. Voilà, que le lieu, ça n'est pas simplement soi. Que le lieu, c'est la relation de soi avec d'autres dans un espace qui n'est pas son domicile. Donc, je crois que ça a aussi permis de cadrer un peu les choses. Alors, évidemment, et pour terminer cette séquence de 20 minutes, on peut dire que malgré tout, nous avons pu maintenir des relations sociales via les réseaux numériques. Et d'ailleurs, ce soir, nous sommes en train de le prouver. Les réseaux numériques, dont nous sommes devenus de plus en plus des experts, et c'est très bien, ça nous fait découvrir des possibilités de contact que nous n'avions pas. Les réseaux numériques nous ont permis de rester au contact. Ils nous ont permis pour le meilleur de rester au contact, et parfois ils nous ont permis pour le moins bon d'être toujours au contact de notre employeur. Dans le cadre d'un télétravail généralisé qui fait que les frontières se brouillent entre la vie personnelle, la vie domestique et la vie professionnelle. Ce qui n'est pas toujours très simple. Ces réseaux numériques nous ont permis d'être au contact aussi de tous ceux qui nous surveillent, de tous ceux qui nous contrôlent, de tous ceux qui nous observent. Mais il n'en reste pas moins que ces réseaux numériques ont été une forme de maintien de relations sociales. Et par rapport à ça, je voudrais juste terminer par un point que je développe dans mes chroniques, c'est que les réseaux numériques, en fait, ne se sont pas substitués aux relations sociales. En fait, les relations sociales nous manquent. Il n'y a qu'à voir dans les villes d'aujourd'hui qui se déconfinent petit à petit ou qui ne se déconfinent pas tout à fait, mais il n'y a qu'à voir
l'appétit avec lequel les individus, dès qu'il fait un peu beau, essayent d'aller au dehors, d'aller sur les plages, même de reconstituer des terrasses informelles. On occupe aujourd'hui des théâtres, bientôt on va occuper des musées, les étudiants veulent venir dans les salles de cours qui sont désormais fermées. Il y a incontestablement une appétence, un appétit pour des relations sociales en public qui n'a pas disparu. Je crois même qu'il a été renforcé par cette période de contrainte, cette période de sevrage, en quelque sorte. Nous sommes, nous, êtres humains, un être social. L'être humain est un animal sociable. La sociabilité est quelque chose qui fonde les individus et une sociabilité qui ne peut pas être simplement la sociabilité domestique, la sociabilité familiale. La famille est sans doute importante, mais elle ne règle pas tout et elle ne permet pas d'avoir une sociabilité complète. Eh bien, je ne dirais pas que le numérique s'est substitué à la sociabilité dont je parlais tout à l'heure. Je dirais plutôt, et c'est une proposition que je vous fais et je m'arrête, qu'en raison même de la pandémie, et c'est peut-être une chance qu'il faut saisir, eh bien, nous avons vu comment le numérique pouvait augmenter nos sociabilités, comment le numérique pouvait augmenter notre relationnalité, comment le numérique pouvait augmenter nos potentiels de mise au contact, comment le numérique pouvait augmenter nos activités. Nous vivons peut-être pour la première fois, là encore en mode expérientiel et expérimental au jour le jour, la capacité d'augmentation des spatialités et des sociabilités par le numérique. Augmentation des spatialités, oui, parce qu'aujourd'hui je suis à Lyon, mais je suis en contact avec vous à Marseille et à l'extérieur de Marseille. C'est-à-dire, nous composons un espace communicationnel, vous et moi, les 80 personnes réunies ici, nous composons un espace communicationnel qui est une augmentation de notre espace communicationnel habituel, n'est-ce pas? Nous le composons, mais cette augmentation n'est pas substitution. C'est-à-dire que je serai à la médiathèque du Pertuis, nous n'aurions pas la même interaction. Nous n'aurions pas la même manière d'interagir les uns et les autres, n'est-ce pas, cher Eric? Nous ne serions pas dans la même intensité relationnelle. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup en tant que géographe de réfléchir à l'impact de la pandémie sur notre urbanité et aussi ce que cette pandémie nous dit de ce qui est fondamental dans cette urbanité, mais aussi ce que cette pandémie nous dit de pistes peut-être de réflexion sur ce qu'apporte cette augmentation de nos relations sociales permises par le numérique. Voilà, fin de la deuxième période. Alors, tu es passé dans ta première partie d'un unique hyperlieu immense qui était le monde à cette deuxième partie où tu as évoqué un lieu domestique très exigu. On est passé d'une échelle à l'autre et ça doit t'intéresser, toi qui t'intéresses à cette notion à ce concept de lieu et d'hyperlieu. Et une des questions que j'ai lues dans le chat, c'était que en fait, cette pandémie a mis en évidence des éléments évidents que tout le monde connaissait, mais en fait que l'on avait oublié. Et donc c'est assez intéressant. Et, et voilà, donc c'est les premières questions, enfin, ou les premières remarques que j'ai lues. Il y en a une autre. Alors, oui, pendant que tu regardes d'autres remarques, d'abord, j'incite tout le monde à bien jouir aussi des dessins de Lou. Hein. Je ne peux pas tous les commenter, mais ils me plaisent beaucoup et on retrouve la qualité de dessin de Lou qui est capable de saisir quelque chose de façon parfois caustique, hein, même au Texas, et de le mettre en perspective. Voilà, merci Lou de faire mieux qu'accompagner cette discussion, mais véritablement de l'exprimer d'une façon très complémentaire dans cette sorte de manifestation avec deux médiums, de médias différents, la parole et le dessin qui, comme vous le voyez, est un dessin qui n'est pas dépourvu de mots. Donc, pour reprendre ta remarque, Eric, je crois effectivement qu'il faut admettre quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, et peut-être que c'est d'ailleurs un élément que nous pourrions avoir dans la conversation de vendredi, c'est que prenons la pandémie comme une expérience in vivo. Voyez, prenons la pandémie comme la possibilité d'observer une expérience à l'échelle 1 de ce qu'il en est
de l'organisation du monde et de l'urbanité. Donc, si nous prenons la pandémie non pas simplement comme un fléau, ça l'est, non pas simplement comme un malheur, ça l'est, non pas simplement comme une crise, ça l'est, mais si nous prenons aussi la pandémie comme une expérience, dans le double sens du mot expérience, quelque chose dont nous faisons expérience individuellement, qui nous affecte, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'expérimentation. Voilà, nous expérimentons de nouvelles manières de vivre. Voilà, regardez comment nous avons expérimenté le numérique. Nous sommes le 10 mars 2021, mais cher Eric, nous n'aurions jamais pu organiser cette relation spatiale et temporelle que nous avons ce soir il y a un an. Nous n'avions pas expérimenté les dispositifs qui nous permettent aujourd'hui d'augmenter nos capacités de contact. Tu vois ce que je veux dire? Donc, eh bien, nous avons chaque jour expérimenté de nouvelles manières de vivre la ville. Et si nous prenons la pandémie sous cet angle de l'expérimentation, alors peut-être nous pourrons en tirer des leçons individuelles et collectives. C'est ça qui m'intéresse et c'est d'ailleurs ce qui fait transition avec la dernière partie de la conférence. Alors peut-être nous pourrons en tirer des conclusions. Nous pourrons à la fois comprendre ce qui nous est arrivé et nous pourrons peut-être aussi projeter dans l'avenir ce qui pourrait advenir de nous et peut-être que nous pourrions, allez, rêvons un peu, inventer un avenir plus enviable que les périodes que nous avons précédemment eu à vivre. Tu as souligné les conséquences positives de la numérisation de nos relations, enfin, les côtés positifs. Et quid des bienfaits, mais aussi des méfaits du télétravail à un niveau social et un des participants dit aussi à un niveau environnemental. Bien sûr, le télétravail est très promu aujourd'hui, vous le savez, pour des questions sanitaires, mais vous avez vu avec quelle force un certain nombre d'entreprises, avec quelle vigueur un certain nombre d'entreprises ont fait mieux que de mettre un pied dans la porte, mais ont véritablement poussé, même cassé la porte pour promouvoir le télétravail comme modèle organisationnel, y compris d'ailleurs des entreprises comme les GAFAM qui avaient investi beaucoup d'argent autour de San Francisco pour mettre en place des sièges sociaux et des entreprises tout à fait innovatrices que l'on vantait encore il y a peu comme un modèle d'organisation des espaces de travail. Et là, les entreprises qui se lancent dans la généralisation du télétravail comme modèle ne le font pas pour des raisons altruistes, elles le font pour des raisons de business et des raisons de simplicité organisationnelle et des raisons d'économie de coûts. Il y a donc un risque du télétravail généralisé. J'ai même pu écrire dans une interview qui m'avait été faite par un journal spécialisé dans les questions de travail que dans une certaine mesure, chez certains, la proposition de généralisation du télétravail et au-delà de ça, la proposition de généraliser le passage le plus grand possible des activités physiques à leur équivalent numérique. C'est-à-dire, on ne travaille plus, on télétravaille. On n'achète plus dans un commerce, on fait venir à soi. On ne va plus au restaurant, on commande dans une cuisine blanche qui va vous livrer chez vous en permanence. On ne va plus au cinéma, on est sur la plateforme Netflix ou équivalente. On ne va plus au théâtre, on regarde un spectacle qui vient également chez soi. Okay ? On n'a plus de relations amicales, on fait un apéro Zoom. Il n'y a plus de cours en présence, on est dans les cours à distance. Vous voyez ce que j'appelle la généralisation du transfert vers le numérique des activités sociales et sociables qui imposaient jusque-là une mobilité et une exposition au public. Avec là, chez certains, la volonté de considérer que chaque domicile est un hyperlieu, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est-à-dire que chaque domicile est un espace à partir duquel l'individu souverain connecté au réseau communicationnel et à la 5G va pouvoir faire venir à lui tout ce dont il a besoin et envoyer vers l'extérieur tout ce qu'on lui réclame. N'est-ce pas? Réfléchissons à cela. Eh bien, j'ai pu dire que ça, c'était un véritable modèle de contre-société.
C'était un véritable modèle de contre-société dans lequel finalement, ce qui est essentiel, c'est l'individu chez lui, dans sa relation aux opérateurs qui le commandent ou qu'il commande, dans une relation très trouble, parce que qui me commande qui surveille qui, et on substituerait ce modèle au modèle classique de l'urbanité, des relations sociales de travail, des relations sociales amicales, des relations de sociabilité, d'indifférence, comme je disais tout à l'heure, des relations touristiques et de loisirs, c'est-à-dire des relations qui imposent une exposition à l'altérité, qui imposent une transaction physique avec les autres, qui imposent un déplacement. Eh bien, je crois qu'il faut que nous réfléchissions à cela. Je pense que c'est véritablement quelque chose de très préoccupant parce que, évidemment, derrière cela, il y a des risques. Eh bien, il y a des risques tout simplement de l'enfermement. Il y a le risque de faire en sorte que le monde ne soit qu'une juxtaposition de citadelles domestiques. C'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'un auteur de science-fiction que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Isaac Asimov, avait écrit un livre qui, je crois me rappeler, s'appelle « Sous les feux du soleil », dans lequel il pensait, il projetait un monde où chaque individu était le centre du monde. N'est-ce pas une sorte d'extension très problématique de l'individualisme contemporain, de la société de consommation et du capitalisme financiarisé avancé? Finalement, le rêve que chacun soit chez soi, maître de ce chez soi, et pouvant tout faire venir à lui, et pouvant répondre à toutes les requêtes de l'extérieur. Dans une confusion absolue d'ailleurs entre la vie intime personnelle, la vie domestique, la vie professionnelle, la vie de loisirs, la vie de culture, la vie de formation. Or, le principe de la vie urbaine jusqu'à présent, c'est un principe où chaque champ d'activité a sa sphère géographique et sociale particulière. Lorsque nous sommes avec nos amis, nous ne sommes pas chez nous forcément, nous sommes dans un autre type de relation. Lorsque nous sommes à l'université, lorsque nous sommes à la médiathèque, nous sommes dans un autre type de relation à autrui. N'est-ce pas? Que lorsque je suis chez moi et je fais venir le livre chez moi sous sa forme numérisée. Je crois qu'il faut que nous réfléchissions à cela, cher Eric. Je pense que c'est vraiment un sujet absolument fondamental. Allô? Enfin, une dernière question qui va, excuse-moi, une dernière question qui va t'amener peut-être à ta troisième partie, c'est qui va décider de ces choix majeurs pour l'avenir? Oh là, je pense que je vais répondre à cette troisième question, si tu le veux bien, en passant justement à la troisième partie, parce que c'est quelque chose que je voulais évoquer. Et comme je vois qu'il est déjà 20h06 et que je suis bavard comme une pie marseillaise ou lyonnaise, je voudrais hâter un peu les feux. J'aime beaucoup le petit virus qui regarde la Terre sous la loupe. Que Lou a dessiné. Ah oui. Merci Lou. Je pense que la pandémie doit nous inciter donc à réfléchir à ce qui vient de nous arriver et doit nous inciter à faire un peu de prospective. C'est ce que j'essaye de faire, notamment dans la chronique 9 et dans la chronique 10 des chroniques de Géoviral, à vendre dans toutes les bonnes librairies au prix modique de 15 €, ce qui est vraiment peu cher compte tenu aussi de la qualité de l'objet. Je vous incite à découvrir la qualité de l'édition faite par les éditions 205, qui sont des éditions créées par des typographes et des graphistes. C'est vraiment une très belle qualité d'impression, c'est un bel objet. Eh bien, je pense que nous pouvons réfléchir à plusieurs choses. D'abord, nous devons réfléchir à quel point cette pandémie, et je n'aurai pas le temps d'aller très en détail là-dedans, mais tu te rappelles sans doute, Eric, que la première fois que tu m'as invité, c'est à propos d'un livre qui s'appelait « L'avènement du monde » et que dans ce livre, je réfléchissais à la question de la vulnérabilité généralisée du monde. C'est un livre qui a été publié en 2013. Eh bien, je crois que la pandémie, voilà, nous en dit mieux qu'un long discours sur ce qu'il en est de la vulnérabilité généralisée de notre monde. Finalement, il faut un tout petit virus de rien, pas particulièrement létal. Il suffit d'un tout petit virus qui circule très vite dans les circulations de la mondialisation pour mettre quasiment en mode pause le monde et pour arrêter les activités que nous pensions inarrêtables.
En 2019, les acteurs du tourisme, les compagnies aériennes, tous les grands opérateurs des aéroports, des grandes gares, tous les grands opérateurs de centres commerciaux pronostiquaient 10 années à venir de croissance ininterrompue. En quelques semaines, c'est tout le contraire qui s'est passé. Donc, réfléchissons à la vulnérabilité de notre monde et acceptons de considérer finalement cette hypothèse que je développe dans les chroniques, et bien finalement que plus notre monde est mondialisé, vous voyez, plus le monde est connecté. Quand je dis le monde se mondialise de plus en plus, je veux dire que les relations entre les parties du monde, nous sommes des parties du monde, nous, individus. Les relations entre les parties du monde sont de plus en plus fortes. Réfléchissons aux relations que chaque individu nous avons avec l'ensemble des autres individus que nous connaissons. Via les médias sociaux, nous avons des relations, y compris avec des gens que nous ne connaissons pas. Nous sommes plus que jamais en lien avec d'autres parties du monde et c'est ainsi pour toutes les autres parties du monde. Donc, le monde est de plus en plus mondialisé parce qu'il est de plus en plus interrelié. Eh bien, plus le monde est interrelié, et j'allais même dire, plus les villes sont sophistiquées, plus les villes sont équipées par des techniques, par des ingénieries, plus les choses circulent, plus ce monde qui nous semble puissant est en réalité vulnérable. Ça, c'est quelque chose que je développe vraiment dans les chroniques de GéoViral, en prenant d'ailleurs l'exemple d'un théoricien de la physique, un météorologue qui s'appelle Edward Lorenz, qui avait en 72 réalisé une conférence dans laquelle il se posait la question suivante. Un battement d'aile de papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? C'est-à-dire un mouvement d'air infime lié au battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il, par effet de système, par effet chaotique de système, provoquer un énorme mouvement d'air, une tornade, une tempête au Texas? Et il avait répondu oui, et il l'avait démontré mathématiquement. Il avait démontré ce que l'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire, en langage scientifique, la réaction d'un système chaotique avec sensibilité aux conditions initiales. Eh bien, dans les chroniques de GéoViral, je propose l'hypothèse de l'effet virus. Un battement de spicule du premier virus, du virus qui infecte le patient zéro à Wuhan, dans le Hubei, l'équivalent du battement d'aile du papillon. Donc, un mouvement infinitésimal d'une microparticule qui va venir s'accrocher sur les muqueuses d'un habitant de Wuhan, eh bien, va provoquer une réaction systémique chaotique qui va amener à l'arrêt de ce monde. Et ce que j'appelle l'effet virus, c'est ma manière d'indiquer la vulnérabilité généralisée de notre monde. Donc, réfléchissons à cela. Réfléchissons à d'où vient cette vulnérabilité. Par exemple, il paraît assez clair, même si on n'a pas complètement écarté l'hypothèse que le virus soit né d'un échappement malencontreux de laboratoire. Ça ne paraît pas le plus probable, mais il y a encore des études qui sont faites là-dessus. De toute façon, si c'est un échappement de laboratoire, c'est de toute façon l'échappement d'un virus qui serait venu d'un patient vraisemblablement humain, mais qui aurait été finalement repéré et mis un peu sous le boisseau et analysé ensuite. Mais ça n'apparaît vraiment pas le plus vraisemblable. Il est beaucoup plus vraisemblable que la pandémie vient du réservoir des chauves-souris, passage de la chauve-souris à une autre espèce sauvage, on n'en est pas sûr, le pangolin semble n'y être pour rien, passage en tout cas du virus à une espèce domestique, via notamment les élevages industriels, et ce n'est pas un hasard si le Hubei a été concerné, c'est un grand espace d'élevage industriel, notamment d'élevage avicole, mais aussi d'élevage porcin, puis passage vers l'être humain. Et ce que tout le monde dit aujourd'hui, c'est que la dégradation des écosystèmes liée à l'urbanisation généralisée dont je parlais, eh bien, cette dégradation des écosystèmes expose beaucoup plus les humains à voir arriver des pathogènes qui vont franchir des barrières d'espèces, dans la mesure où les relations entre espèces sauvages et entre espèces sauvages et espèces domestiques ont été complètement bouleversées par l'urbanisation et aussi complètement bouleversées par l'apparition de l'élevage industriel qui est destiné à servir le besoin de produits carnés des marchés urbains. Donc, en réalité, à partir de cette entrée de réflexion sur la vulnérabilité, ce que nous permet aussi de penser le virus, c'est de l'impact de l'urbanisation sur les systèmes biophysiques
Et là, juste un petit mot, Eric, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est évidemment une entrée qui m'est chère aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je m'occupe beaucoup de réfléchir à la question anthropocène, c'est-à-dire à la façon dont les activités urbaines provoquent des bouleversements environnementaux à toutes les échelles. Et d'ailleurs, dans les chroniques de Géoviral, je termine ces chroniques, tu l'as sans doute constaté, par une petite conclusion que j'appelle, voilà, qui est ici, la pandémie comme fait anthropocène total, hein, à partir de la page 101, c'est-à-dire j'essaye de montrer en quoi le virus nous renseigne aussi sur l'importance du changement global, sur l'importance de cette période que j'appelle l'anthropocène. Ça, c'est une première ligne de réflexion. Deuxième ligne de réflexion, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, la pandémie a mis l'urbanité sous stress. Pourquoi n'en profitons-nous pas pour réfléchir à l'aménagement des villes de demain? La pandémie nous a montré que beaucoup de nos logements sont trop inconfortables, trop petits. Pourquoi ne pas réfléchir à une autre politique du logement? La pandémie nous a montré aussi, alors là pour le positif, la pandémie nous a montré que lorsque les automobiles ne circulent plus, nous avons énormément d'espace qui s'ouvre à la pratique sociale, possiblement. La pandémie nous a montré à quel point les villes étaient paisibles sans automobile. La pandémie nous a montré à quel point nous étions dépendants de l'automobile. La pandémie nous a peut-être montré à quel point nous étions trop dépendants des automobiles, intoxiqués à l'automobilité. Ne faudrait-il pas réfléchir à une autre allocation des espaces urbains entre automobiles et piétons, entre automobiles et cyclistes, entre espaces de circulation et espaces de repos, entre espaces de circulation et espaces de loisirs, entre espaces de circulation et jardins? La pandémie nous a montré qu'il n'y avait pas assez d'espaces verts dans les villes. La pandémie nous a montré que nos villes étaient sans doute excessivement minéralisées, trop mal végétalisées. La pandémie nous a fait réentendre des animaux que nous n'entendions plus, fait réentendre des oiseaux que nous n'entendions plus chanter parce que les villes sont trop bruyantes. La pandémie nous a montré aussi que nos villes sont très polluées en raison même des émissions polluantes des véhicules, mais aussi d'un certain nombre d'activités. Vous voyez, je pourrais multiplier comme ça les exemples sous forme un peu emphatique. La pandémie nous a montré, eh bien la pandémie, elle peut nous montrer des pistes pour un autre urbanisme, pour un autre aménagement, pour une autre manière de concevoir la vie collective en ville. Et puis la pandémie nous a montré que cette vie urbaine future, il faudrait qu'elle soit plus soucieuse d'environnement, mais il faudrait aussi peut-être qu'elle soit plus soucieuse de justice sociale. Parce que ce que la pandémie nous a montré aussi, c'est à quel point nos villes étaient injustes, à quel point les plus fragiles étaient les plus exposés. Finalement, là aussi, la pandémie nous permet de faire expérience de l'injustice, si nous le voulons bien. Alors évidemment, ceux qui s'en vont en villégiature pendant 3 mois à l'extérieur dans leur campagne et dans leur Airbnb loué à grand prix ou dans leur maison secondaire, eux n'ont pas été confrontés à l'injustice de la vie urbaine dans les villes confinées. OK. Ben, je trouve que ça devrait aussi être un moment où nous nous réapproprions cette question de l'injustice et nous en faisions cause commune. Finalement, à partir de la pandémie, peut-on définir un urbanisme de l'attention aux plus fragiles, l'attention L', hein, être attentif à, un urbanisme de l'attention aux plus fragiles et un urbanisme du soin, un urbanisme du porter attention et prendre soin du cadre collectif de la vie en commun qu'est la ville et porter attention et prendre soin aux plus fragiles et aux plus vulnérables. Voilà une perspective que moi je dessine et que je propose aux acteurs politiques qui m'interrogent. Et puis, la troisième chose, et je m'arrêterai là, que la pandémie nous montre, c'est que nous avons été aussi confrontés pendant cette pandémie, à l'impréparation des gouvernements. Comment se fait-il que les gouvernements n'étaient pas prêts ? Comment se fait-il que des gouvernements qui se dissimulent en permanence derrière des normes, des prescriptions, des règles, des règlements qui ne permettent qu'aucune activité ne se fasse si elle n'est pas encadrée par des textes multiples, par des autorisations multiples, comment se fait-il que ces gouvernements qui prétendent toujours prévoir les risques aient été aussi peu préparés ?
Je n'ai pas de réponse, j'en donne quelques-unes dans les chroniques, mais je ne veux pas complètement teaser les chroniques, ou divulgacher, pardon, les chroniques. Mais néanmoins, il y a une vraie question de fond. Comment expliquer l'impréparation de 80% des gouvernements du monde concernés par cette pandémie? C'est une vraie question. Deuxième question, particulièrement en France. N'avez-vous pas été frappé de constater à quel point pendant la gestion de cette pandémie, nous, les habitants citoyens, nous avons été mis systématiquement dans le vent par les autorités publiques. Jamais nous n'avons été considérés comme des acteurs possibles de la réflexion sur la gestion de la crise pandémique. On a été considérés comme des enfants disciplinés, comme des gens à qui il fallait adresser des consignes qu'ils devaient respecter parce que sans cela, ils feraient n'importe quoi. Jamais, on a tenté d'inventer une citoyenneté d'implication dans la gestion collective de la pandémie. On est toujours parti du principe que nous ne saurions pas faire. Or, c'est tout à fait le contraire qu'on peut observer dans la France entière et même dans le monde entier, où on est frappé au contraire, si l'on observe bien, de la multiplication des initiatives, de la capacité des individus et des groupes à essayer de passer au mieux cet épisode pandémique, d'inventer des solidarités, d'inventer des solutions. Regardez sur les masques. Le gouvernement était complètement dépourvu, jusqu'à raconter n'importe quoi, c'est-à-dire raconter que les masques ne servaient à rien, quand même, c'est assez fort, hein, jusqu'à inventer une fiction pour essayer de dissimuler son incurie, qu'ont fait les citoyens. Eh bien, ils ont produit des masques en grand nombre. Ils ont essayé de faire en sorte qu'un déficit soit comblé. Nous avons pallié l'incapacité du gouvernement à être à la hauteur. Et qu'a-t-on fait presque un an plus tard? Eh bien, on a édicté une règle en disant que les masques faits à domicile n'étaient pas satisfaisants, n'étaient pas suffisants pour pouvoir nous protéger de cette pandémie. C'est-à-dire, non seulement on n'a pas reconnu la capacité des citoyens à avoir des activités et à avoir des initiatives, mais une fois que ces initiatives ont été faites, eh bien, on les a discréditées et on les a dévalorisées. Eh bien, pour moi, cette pandémie, c'est un indice de notre incapacité dans un système politique comme le système français de considérer les individus comme des citoyens créatifs, actifs et responsables. Et je pense qu'il faudrait aussi que nous y réfléchissions. Et puis, dernier point, et je m'arrête là, parce qu'autour de moi, mon équipe s'affole, parce qu'il semblerait que nos locaux ferment dans 10 minutes, donc je ne voudrais pas passer la nuit ici. Le dernier point sur lequel on peut insister, c'est que la pandémie a alerté aussi beaucoup, à travers notamment la diffusion d'applications Internet, à partir également de ce qui s'est passé en Chine, mais aussi dans certains pays asiatiques. La pandémie nous a alerté aussi beaucoup sur le fait que s'installait petit à petit une confirmation d'une sorte d'état d'urgence permanent. La pandémie a incontestablement servi à certains pouvoirs, à certains gouvernements, à renforcer les contrôles sur les populations, sur les citoyens, à renforcer le contrôle politique et même à imposer une sorte de permanence d'état d'urgence qui avait été d'ailleurs déjà instaurée dans des pays d'Europe notamment, mais aussi aux États-Unis, par la volonté de lutter contre le terrorisme. Pour parler en termes foucaldiens, en termes de Michel Foucault, la pandémie a conforté comme jamais l'exercice d'un biopouvoir, c'est-à-dire d'un pouvoir de contrôle sur les activités et sur les vies des individus qui, là encore, n'avait jamais été porté à ce point en période de paix dans la plupart des grandes démocraties occidentales. Et tout ça sans contrôle du Parlement et sans visa de la citoyenneté et sans contrôle de la citoyenneté. Nous nous retrouvons dans une situation où finalement un gouvernement en France, dans le cadre d'un conseil de défense, puisque le président Macron a cru bon déclarer en mars « nous sommes en guerre » et à le répéter plusieurs fois, donc dans le cadre d'un conseil de défense, sans aucun contrôle du Parlement, sans concertation avec quiconque, pas même d'ailleurs avec les élus locaux qui s'en plaignent beaucoup, qui sont placés devant le fait accompli, eh bien nous avons un système de contrôle des existences individuelles et de la société extrêmement fort, qui s'appuie à la fois sur du contrôle policier classique, sur du contrôle administratif classique, mais qui s'appuie aussi de plus en plus sur des technologies numériques qui peuvent être des technologies très sophistiquées, notamment là dans des pays non démocratiques comme la Chine, où vous le savez, les technologies numériques sont étudiées, sont utilisées au jour le jour
pour avoir un contrôle très intense des activités individuelles. Eh bien, je crois que là aussi, voilà une rigue de réflexion. Finalement, de la pandémie, va-t-il sortir une société où les biopouvoirs et où les contrôles seront plus forts que jamais, ou pourrons-nous nous emparer de l'expérience pandémique que nous venons de traverser pour inventer une nouvelle citoyenneté et peut-être pour relancer le débat sur les libertés publiques. Voilà ce que je voulais dire en concluant provisoirement, en tout cas, cet échange, puisque je crois savoir que vendredi, nous pourrons revenir sur des points que vous estimeriez importants, que vous voudriez voir évoqués à nouveau. Est-ce qu'on a 7 minutes pour poser une ou deux questions? Allons-y, allons-y. Je ne pense pas qu'on va nous enfermer. 20h30, il est 20h24. Il y a eu beaucoup de commentaires sur les dessins de Lou Herman, les commentaires vraiment très, très élogieux. Et un des participants demande si on ne pourrait pas avoir une copie de ce poster qui est dessiné de cette carte qui est dessinée par Lou. Ça, c'est la première. Alors, on va essayer, on va voir avec Indra et avec Lou comment faire. Peut-être que ce qu'on vous proposera, c'est une série de clichés vidéo, que l'on pourrait, photos en fait, que l'on pourrait ensuite t'envoyer, Eric, et que vous pourriez récupérer d'une manière ou d'une autre. Ouais, très bien, merci. Et une dernière question de Carlos Castellera qui nous dit: il est beaucoup question des effets du virus sur la société, mais celui-ci ne nous dit pas aussi que cette séparation entre nature et société n'est plus tenable aujourd'hui. Autrement dit, l'importance des milieux revient sur le devant de nos vies. Déjà, Steiner, au début du XXe siècle, nous disait que la maladie n'est rien, le milieu est tout. Je trouvais que c'était une question assez pertinente et qui ouvrait sur tout ce qui peut aussi ne pas être humain. Bien sûr, c'est une très bonne question et je crois que je peux lire la conclusion de la première chronique de GeoViral du 23 mars 2020 qui me semble aller dans ce sens. Je vous lis ces phrases. Avec la pandémie, ne réalisons-nous pas que malgré tout ce à quoi nous avons cru, dans le cadre du développement du système urbain contemporain, nous ne pourrons jamais nous séparer du vivant dans toutes ses formes, qu'il va nous falloir admettre de faire avec, qu'il va nous falloir réfléchir aux nouvelles modalités relationnelles qui s'imposent avec ces non-humains qui se tiennent à nos côtés en permanence. Nous avons voulu les placer à l'extérieur de nos vies, comme des entités subalternes, devant servir nos intérêts, tant nous étions persuadés de notre puissance sans pareille. Comment désormais les accueillir, les réinsérer dans les sociétés, leurs espaces et leurs politiques, de façon à ce que nous habitions la Terre, non plus comme arrachés au vivant non humain, mais avec celui-ci, composé de multitudes d'organismes de toute taille, avec lesquels nous entretenons des relations d'interdépendance. Voici donc un premier enseignement que le petit SARS-CoV-2 nous apprend cruellement, qui me paraît digne d'intérêt, et duquel nous pouvons partir pour tenter de penser véritablement le monde avec le virus, à ce jour emblème passager de ces entités qui peuplent avec nous la planète, avec lesquelles nous cohabitons bel et bien. Je crois que c'était une manière pour moi de répondre par anticipation à cette question. Nous avons voulu nous sortir de la nature. Eh bien, le virus nous montre qu'en réalité, il va nous y falloir y revenir pour peut-être inventer un nouveau monde et une nouvelle manière d'habiter collectivement ce monde. Je pense que c'est une belle conclusion pour cette conférence et une ouverture peut-être pour une conférence prochaine ou pour un nouveau développement. En tous les cas, merci infiniment à Michel. Merci à Lou. Merci à Lou. Merci à Lou Herman, à Jindra Kratochvil et aussi à l'école urbaine de Lyon parce que c'est vraiment de là d'où tu parles et d'où vous intervenez, et à la médiathèque Les Carmes à Pertuis. Pour ce qui est d'Opéra Mundi, vous pouvez vous inscrire à l'atelier, comme je le disais au début, qui est à jauge limitée de ce vendredi 12 mars à 18h45. Et n'oubliez pas aussi que le samedi 27 mars, il y a une conférence à jauge illimitée du sociologue allemand Hartmut Rosa. Et ça sera une visioconférence et vous pourrez
aller sur nos sites ou sur nos réseaux sociaux pour y récupérer les adresses d'invitation. Donc, encore merci à tout le monde. Allez sur nos sites, communiquez avec nous. Venez nous voir dans nos locaux au 68 rue Sainte, au 68 de la rue Sainte à Marseille, dans le premier arrondissement, dans le studio Magellan, où nous avons nos studios, nos bureaux. Et encore, bonne soirée à tous, bon appétit sûrement, parce qu'il est 20h28. Et encore merci Michel, et merci Lou, et merci Gindra, ainsi que la médiathèque. Merci à tous et à toutes. Merci de votre attention et à vendredi pour ceux qui pourront être là. À très bientôt. Au revoir.